Bonjour et bienvenue dans Travail, le podcast qui interroge notre société et nos manières de travailler. Je suis Morgane, une étudiante curieuse de comprendre le monde et ses rouages. Alors je vous emmène avec moi explorer notre société au travers de discussions, de rencontres et d'échanges. Préparez-vous à plonger dans des discussions riches, inspirantes et parfois même surprenantes, car ici on repense ensemble notre manière de travailler et notre société. Alors installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre pause. Alors, pour commencer, j'aimerais préciser que je suis vraiment très heureuse de tourner cet épisode, car j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer et j'espère que vous aussi, vous prendrez du plaisir à l'écouter. J'ai découvert un métier que je ne connaissais pas, celui d'éthologue. C'est un métier passionnant et j'ai beaucoup trop de questions à te poser, Bastien d'ailleurs. Donc, pour commencer, pour celles et ceux qui, comme moi, ne sont pas familiers avec ce terme, est-ce que tu peux nous expliquer globalement ce qu'est l'éthologie ? Alors, l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal, que ce soit dans son milieu naturel ou dans des milieux un petit peu plus contrôlés, comme notamment en laboratoire. Donc ça va être l'étude de tous les animaux, donc que ce soit les animaux, on va dire les humains ou même les autres espèces qui vivent sur notre planète. Donc, tu rentres les humains dans la catégorie animaux ? Ah, on est des animaux. Ok. On est des animaux et il ne faut pas s'en défaire, et c'est la réalité et on partage énormément de choses avec toutes les espèces qu'on a sur Terre. On a un ancêtre commun. Par contre, dans tes modalités d'analyse, tu vas pas forcément analyser le comportement des animaux de la même manière que tu vas pouvoir analyser celui des humains. Alors, il y a une grande différence, c'est qu'on ne parle pas la même langue que les autres espèces. Ce qui nous oblige, nous, scientifiques, éthologues, à finalement développer des dispositifs expérimentaux pour les faire parler, pour répondre à nos questions scientifiques. Donc c'est un petit peu ça notre métier finalement, c'est qu'on crée des conditions pour essayer de parler avec les animaux et de mieux les comprendre, de mieux les étudier. Et justement, Bastien, pourquoi est-ce que c'est important d'analyser les comportements des animaux ? Et même si tu mets les humains dans la même catégorie, comment est-ce que du coup ça peut être utile de les transposer à nos comportements, à nous humains ? Alors, il y a plein de choses qui font que l'éthologie, c'est très intéressant. Déjà, fondamentalement, ça nous apporte un peu plus de connaissances. Et un peu mieux comprendre les autres espèces qui nous entourent, bah, c'est un peu aussi mieux les protéger derrière. On protège mieux ce qu'on comprend. Donc ça, fondamentalement, déjà, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. De deux, on parlait très rapidement du fait qu'on avait un ancêtre commun juste avant. On peut parler un petit peu de l'évolution. Toutes les espèces qui vivent sur Terre aujourd'hui sont des espèces qui sont les plus adaptées. L'homme n'est pas plus adapté qu'une souris ne l'est, ou qu'un chimpanzé ne l'est, ou qu'une sèche, un céphalopode, un poulpe l'est. On a tous des ancêtres communs, on a tous des mécanismes qui sont communs, et étudier finalement des mécanismes chez d'autres espèces peut venir nous aider à mieux comprendre certains mécanismes chez nous. Par exemple, au laboratoire où je travaille, ils étudient la dépression, et pour cela, ils utilisent l'écrevisse. Donc c'est Julien Baquet-Cazeneuve, qui est maître de conférence, qui fait notamment ces recherches-là. Et c'est hyper intéressant parce qu'après, il essaie de traduire ces mécanismes qu'il trouve chez l'écrevisse, et c'est un peu de tracer des parallèles avec ce qu'on peut connaître et ce qu'on peut essayer d'étudier chez l'homme. Est-ce que tu peux aller un peu plus en détail et nous expliquer un petit peu, je sais pas, les recherches, les découvertes ? Alors, il y a énormément de découvertes, énormément de recherches. Alors, ce serait un petit peu compliqué d'aller dans le détail de façon très précise, mais je peux peut-être parler. Je parlais de, pour revenir un peu à la question, on parlait de pourquoi c'est intéressant, on parlait de fondamentalement c'est intéressant parce qu'on comprend un peu mieux certains mécanismes, parce que derrière on peut mieux protéger les espèces, mais ça peut aussi servir à l'homme derrière. On vient d'en parler rapidement avec la dépression, mais je peux prendre un autre exemple, par exemple des recherches qu'on a menées chez le Poussin quand je travaillais en Italie, qui ont permis finalement de développer à la suite un test qui permet de détecter l'autisme précoce chez les bébés humains. Donc on part de quelque chose qui est très fondamental au début, qui est des fois un peu loin de ce qu'on peut imaginer, de l'endroit où ça peut nous mener. Et puis on arrive à trouver finalement une application hyper importante et qui peut nous servir à nous, humains aussi. C'est pour ça que, en préparant cet épisode, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'en fait, ton métier, il est tellement utile. Enfin, il peut servir pour plein d'objectifs, en fait. Je ne vais pas te contredire là-dessus. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Je pense que la plupart, même la totalité des chercheurs et des éthologues sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est hyper important. Et après, si on peut en effet avoir une utilité, que ce soit pour l'homme, pour la planète, pour la société, peu importe, tant mieux.
Et alors justement, ce podcast, il a vocation à interroger nos manières de travailler au sein de notre société. Mhm. Donc forcément, j'ai envie de te parler un petit peu de travail. Est-ce que tu penses que les comportements des animaux peuvent nous inspirer de nouvelles façons de penser et de vivre le travail? De façon générale, je dirais que la nature, elle peut toujours nous inspirer à faire de nouvelles choses. Le biomimétisme, c'est un peu ça, c'est regarder ce qui se fait dans la nature, c'est regarder ce que font les animaux pour essayer ensuite de l'appliquer à ce que nous pourrions développer. Mm. Les ailes des oiseaux, les ailes des avions, c'est un exemple un peu basique, un peu bateau, mais, Mais on a l'image. mais on a l'image et ça fonctionne très bien. Regardez comment les animaux peut-être coopèrent ensemble, des espèces très sociales, par exemple les fourmis, les termites, et comment elles s'organisent, et comment en effet elles travaillent ensemble pour le bien de la colonie. Ça peut en effet peut-être nous inspirer et nous dire que peut-être il y a d'autres façons de faire et que peut-être on pourrait s'améliorer sur certains aspects. Mm. Euh, je pense à un exemple un petit peu plus précis. On peut parler un peu des baleines à bosse. On peut parler d'une certaine technique de chasse qui s'appelle le filet de bulle, où finalement on doit avoir des baleines à bosse qui doivent se coordonner, qui doivent coopérer pour créer une sorte de filet de bulle en forme de cercle, un peu de paix, Mm. pour concentrer les proies au centre et avoir finalement une des baleines qui remonte en son centre pour récupérer toutes les proies et se nourrir. Donc voilà, c'est un exemple de coopération qui est hyper intéressant et que peut-être peut nous enseigner certaines choses pour nous et le travail et la façon dont on le voit, et on le perçoit et on le fait. C'est super intéressant. Et du coup, maintenant qu'on a défini un petit peu ton cadre de travail et qu'on a défini globalement ce qu'était l'éthologie, je pense qu'il est temps qu'on parle un petit peu de toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous expliquer ce qui t'a poussé vers l'éthologie? Alors, j'ai toujours été passionné par la nature, par les animaux, je ne le savais pas. J'ai toujours aimé avec mon frère regarder les documentaires animaliers, je ne m'étais pas rendu compte que c'était une passion. Je voulais être footballeur, comme la plupart des Des jeunes enfants. enfants jusqu'à un certain âge. Et puis finalement, moi, ça a été un peu toujours les rencontres. J'aimais bien la biologie, et j'ai fait un bac S, et j'ai fini par atterrir à la faculté de biologie de l'université de Caen. Et à la faculté de l'université de Caen, j'ai découvert ce que c'était que le métier de chercheur finalement. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Mhm. On se pose des questions et on met en place des choses pour y répondre. C'est fascinant. Donc j'ai commencé à rencontrer différents chercheurs, différentes thématiques et j'ai commencé à me spécialiser finalement un peu au hasard en physiologie animale. Alors on se rapproche finalement des documentaires animaliers que je Mhm. regardais petit. On le voit. Mais je ne le savais pas, je ne m'étais pas rendu compte. Puis, au fil des cours, des rencontres avec des chercheurs, j'ai découvert l'éthologie. C'est d'ailleurs le professeur Ludovic Dickel, qui est le directeur maintenant du laboratoire où je travaille, qui m'a fait découvrir l'éthologie avec un cours en licence 2. Et j'ai tout de suite été fasciné et je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit un travail. Finalement, c'est ça mon rêve. C'est pas d'être footballeur, c'est de faire de l'éthologie. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à me diriger vers cette thématique. Finalement, c'est par cette rencontre. J'ai ensuite intégré le master neurosciences et sciences de comportement animal et humain de l'université de Caen, qui est du coup géré par le laboratoire Ethos, donc le laboratoire où je travaille actuellement. Et j'ai fait un stage de master avec le docteur Christelle José Alves sur les manchots royaux. Donc c'était hyper intéressant et ça a continué de me passionner. Ça m'a amené ensuite à partir en Italie, faire un Erasmus et un stage de 6 mois pour travailler sur le poussin. Puis ensuite, j'ai réalisé une thèse, toujours en Italie. J'ai fait un contrat de chercheur postdoctorant en Italie. Puis là, finalement, je viens de revenir en France, en Normandie, là où je suis né, pour mener des recherches sur les céphalopodes. En plus, c'est incroyable parce que ça te permet de voyager, de rencontrer toujours du monde. Il faut savoir que pour être chercheur, il faut être mobile. Il va falloir bouger à un moment donné, ça c'est évident, et c'est compliqué de toute manière de s'installer à un endroit et d'y rester. Justement, l'intérêt, c'est peut-être d'avoir une certaine diversité, d'être capable Mm. de se déplacer et d'aller voir ce qu'on fait aussi ailleurs, dans d'autres pays, pour y revenir, pour apporter de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Donc ça, c'est une partie du travail qui est hyper intéressante. Mais bon, on finit quand même par revenir à la maison. Enfin, en tout cas, Toujours. pour moi, c'est le cas. Je suis revenu à la maison pour le moment. Mm. Et en plus, je pense que donc on parlera plus tard un petit peu de tes spécialités, mais ça dépend aussi de tes spécialités qui peuvent, elles, t'amener à bouger aussi d'endroits selon ce que tu as Alors, étudié. tout à fait. L'éthologie et les questions qu'on se pose finalement scientifiques, on ne peut pas y répondre partout. Ça va dépendre des espèces qui sont disponibles et qu'on peut utiliser pour répondre à nos questions scientifiques. Ça va dépendre des laboratoires, des Mm. structures qui sont aussi disponibles. Donc moi, par exemple, pour faire ma thèse et pour répondre aux questions scientifiques que je voulais répondre pendant ma thèse, le laboratoire qui était parfait pour moi, c'était un laboratoire qui était en Italie du Nord. Alors j'ai eu de la chance, c'était pas Oui. un endroit qui était
on va dire, austère. C'était quand même hyper sympa, la montagne, les lacs, c'était hyper cool, le bon endroit. Mais je ne l'ai pas choisi. C'est vraiment ma question scientifique, c'est vraiment la recherche qui m'a amené là-bas. Aujourd'hui, mon retour en Normandie, alors oui, c'est ma famille, mais c'est aussi finalement le laboratoire d'éthologie euh, à Luc-sur-Mer, au sein de la station marine, qui m'a amené à revenir finalement ici. Donc j'ai un peu cette chance-là aujourd'hui. Et si je suis bien renseignée, Bastien, il me semble que tu as fondé une maison d'édition scientifique et une revue aussi qui est en libre accès, c'est ça? Oui, alors en 2000, alors c'est un projet qu'on avait avec des copains à la faculté, quand on s'est rendu compte que finalement les données scientifiques n'étaient pas toujours partagées, pas toujours publiées et pas toujours disponibles. La réalité, c'est que 80% de ce qui est fait n'est pas disponible et reste bloqué et n'est pas disponible à la société et aux personnes qui finalement financent la recherche. Donc on a voulu à cette époque-là, quand on était encore étudiant, changer un peu ce monde et puis au fil des années et au fil de nos expériences, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. On a créé une maison d'édition scientifique en 2020 qui avait pour but d'être complètement transparent et ouvert sur nos processus de publication et sur l'accessibilité de nos publications. Et en 2021, on a sorti notre premier journal qui s'appelle In Invertebrates, qui publie des articles scientifiques sur toutes les recherches qui peuvent être menées sur différentes espèces, que ce soit des vertébrés ou des invertébrés. C'est pour ça que ça s'appelle In Invertebrates. Ok. Et est-ce que, donc par exemple, moi je m'y connais pas du tout, enfin voilà, en sciences, etc. Est-ce que ce serait accessible pour une personne comme moi, par exemple, d'aller lire, ou alors c'est vraiment destiné aux chercheurs et aux scientifiques? Alors, c'est une revue scientifique à comité de lecture qui est quand même à destination des Ok. scientifiques à la base. Par contre, c'est en accès libre, c'est en accès ouvert, ça n'empêche à personne de venir lire si on a envie de s'intéresser. Et voilà, mais c'est quand même un but quand même pour des scientifiques, fait par des Ok. scientifiques pour des scientifiques. Après, l'idée, c'est justement d'avoir des personnes qui sont là pour vulgariser cette science-là au plus grand public. Ok. Et là, il y a plein d'autres médias, plein d'autres personnes, des journalistes qui sont là aussi pour venir un peu faire ce travail-là. On essaie aussi de le faire en tant que chercheur. Je mettrai quand même le lien de ton site dans la description, Avec si ça plaisir. intéresse. Donc Bastien, toi, tu as une spécialité, ou plutôt tu en as eu plusieurs du coup au long de ta carrière. Donc pour l'instant, c'est l'étude des céphalopodes, donc les seiches, les poulpes, les écrevisses. Pourquoi aujourd'hui tu travailles sur ces espèces? Alors, les écrevisses, c'est pas des céphalopodes. Ok. C'est une des espèces qui est utilisée au laboratoire, mais c'est pas des céphalopodes. Par contre, oui, je travaille sur euh, des mollusques. Donc, c'est les cousins, par exemple, l'escargot, Ok. les seiches et les poulpes, puis aussi les calamars. On les mange frits, on les aime bien frits. Les calamars. Donc aujourd'hui, je travaille sur ces espèces-là. Mais voilà, je n'ai pas toujours travaillé sur ces espèces-là. Avant, j'ai fait pas mal d'oiseaux. J'ai travaillé sur du manchot royal, j'ai travaillé sur du poussin. J'ai aussi travaillé sur de l'abeille, des tortues, du poisson. J'ai fait pas mal de choses pour répondre à des questions scientifiques. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, et les questions scientifiques qui m'intéressent, c'est toujours lié un peu à l'intelligence animale, à la cognition de façon très générale. Cognition, c'est tout ce qui est un peu mémoire, apprentissage, intelligence. Enfin, ça inclut énormément de choses. Les comportements, comment ils s'expriment, ce genre de choses. Euh, Mais en fait, plutôt qu'une spécialité, parce que ta spécialité, donc par spécialité, j'entends les animaux que tu vas pouvoir étudier. En fait, ça va changer. C'est plutôt les questions que tu te poses qui sont intéressantes, non? oui, c'est ça. Alors, on va plutôt se poser, plutôt que de choisir une espèce animale, on va plutôt se poser des questions scientifiques, des questions de recherche, et après, on va utiliser différents modèles animaux pour répondre à nos questions scientifiques. Moi, l'une des questions que je me suis longtemps posée et que je continue encore de me poser dans mes recherches aujourd'hui, j'avais commencé avec les poussins, c'est quels sont les mécanismes, par exemple, innés que les nouveau-nés ou les individus qui viennent tout juste d'éclore, par exemple les poussins ou les sèches, vont utiliser pour détecter du vivant, détecter des proies, détecter des prédateurs. Aujourd'hui, ça, c'est mes questions de recherche un peu favorites parce qu'elles ont vraiment un impact très fort sur la survie des espèces. Donc, si je prends l'exemple des sèches, mais c'est vrai aussi avec les poussins, quand elles vont éclore et qu'elles vont sortir de leur œuf, elles ne vont pas avoir de soins parentaux, à l'inverse des poussins, mais elles vont devoir détecter finalement proies et prédateurs très rapidement, et pour ça elles ont des mécanismes innés, et moi c'est ce que j'étudie. Quels sont ces mécanismes et quelles sont les informations qu'elles utilisent via ces mécanismes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, par exemple, sur cette première année de postdoc que je mène au sein d'Ethos, je m'intéresse notamment au mouvement, et quelles sont les informations de mouvement que la sèche utilise pour détecter une proie.
Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a certains types de mouvements qui sont finalement plus représentatifs de leur proie et de façon innée, les sèches vont se diriger vers ce type de mouvement-là. Par exemple, une crevette qui va juste bouger de façon latérale, la tête en haut, c'est pas tellement intéressant pour une sèche. Par contre, une crevette qui bouge de façon horizontale, donc dans son axe de déplacement principal, qui s'arrête et qui repart, comme si elle avait une sorte d'énergie, qu'elle était capable de choisir ce qu'elle faisait, et bien là, tout de suite, ça va attirer l'attention de la sèche et elle va essayer de la capturer. Ok, Donc alors que du coup, si elle est en position latérale, comme tu le disais, potentiellement... là, elle n'y prêtera pas Ok. attention, alors que c'est exactement la même crevette, c'est exactement la même forme, c'est tout simplement une image qu'on met, nous, en mouvement, et on n'a pas du tout d'attaque. À l'inverse, quand on a certains types de mouvements, on va observer des attaques. Donc ça montre bien qu'il y a des mécanismes visuels qui sont là pour aider ces espèces à finalement détecter du vivant, détecter des proies, et à survivre. Ok. Et si je me trompe pas, du coup, tu étudies l'évolution du comportement justement des céphalopodes, donc pas des écrevisses, en lien avec le réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes recherches et de tes découvertes? Oui, alors, le projet sur lequel je suis aujourd'hui, c'est un projet justement pour détecter les mécanismes innés. Et ces mécanismes-là, qui sont innés, ils sont hyper importants. Et s'ils ne sont pas bien en place, et s'ils ne fonctionnent pas bien, finalement, ça va amener à des sèches qui vont disparaître, ou des poulpes qui vont disparaître, parce qu'ils n'auront pas la capacité de détecter proie ou prédateur. Et la question qu'on se demande, c'est avec le réchauffement climatique, et le réchauffement des océans et l'acidification des océans, qui sont les deux, on va dire, changements principaux du réchauffement climatique sur nos océans, on se demande si finalement ça ne peut pas venir modifier et altérer ces mécanismes-là. Donc là, c'est le but de cette deuxième année de recherche, de postdoc que je suis en train de faire, et c'est ce qu'on va essayer d'étudier pour essayer de mieux comprendre si les sèches qui vivent le long de nos côtes vont pouvoir survivre dans la Manche, dans les océans de demain. Parce que c'est vrai qu'en préparant cet épisode, du coup, on discutait, on a notamment pu aborder la théorie de l'évolution de Darwin, justement avec l'adaptabilité des espèces pour survivre. Et tu m'expliquais qu'en fait, enfin, le réchauffement climatique, il y a des changements qui se font de manière très brutale, et Mhm. du coup, les espèces n'ont pas le temps de s'adapter. C'est le problème du réchauffement climatique, c'est qu'on va avoir déjà un changement qui est brutal, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un changement sur, on va dire, 1000 ans, ou voilà, ça va être sur des décennies, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 100 ans, et on va avoir des changements qui vont être brutaux. Et en plus de ça, c'est qu'avec ce changement qui est relativement rapide et brutal, on va avoir des épisodes qui vont être encore plus brutaux. On peut par exemple penser aux températures qu'on a eues extrêmes sur les dernières années, avec des épisodes de canicule qui ont été de plus en plus nombreux, par exemple. Il y a pire ailleurs, ça c'est clair. Mais ça met du coup en péril l'adaptabilité des espèces et leur façon donc, qu'elles ont de s'adapter et d'évoluer avec leurs conditions environnementales. Mm. Donc c'est lié à la théorie de l'évolution en effet. Oui. Et c'est ce que tu me disais aussi, mais par exemple, du coup, bah, s'il y a plus de sèche dans enfin, sur nos côtes, du coup, dans la Manche, bah, c'est toute la biodiversité en fait qui risque. C'est tout l'écosystème. Alors on ne sait pas encore si finalement on va avoir un problème, on va dire, de survie des sèches ou à l'inverse, est-ce que finalement le réchauffement ne pourrait pas les amener à se reproduire un petit peu plus et peut-être que ce sont des espèces qui s'adaptent très bien à à des conditions peut-être d'acidité plus faibles ou plus fortes, pardon, ou à une température un peu plus élevée. Peut-être qu'elles vont mieux s'adapter, ça on ne sait pas et justement c'est le but, c'est de le découvrir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va modifier les équilibres qui sont en place et que c'est ce qui est dangereux. Parce qu'on a un équilibre aujourd'hui, on a des réseaux, on a des écosystèmes qui sont en place où finalement toutes les espèces sont en lien les unes avec les autres. Donc c'est important voilà, de mener des recherches sur des espèces qui sont différentes. C'est important d'essayer de comprendre un peu toutes les espèces qui nous entourent et comment les perturbations environnementales vont venir un petit peu changer leurs habitudes, leurs comportements, pour essayer un peu de prédire ce qui va se passer demain et essayer de voir si on ne peut pas trouver des solutions. Et justement, est-ce que ton travail d'éthologue comprend aussi le fait de trouver des solutions ou toi, c'est simplement donner et fournir tes recherches? Alors, ça peut aller jusque-là, ça peut aller jusqu'à développer des solutions. C'est l'intérêt du métier et c'est ce qui est aussi hyper fascinant et hyper intéressant. Moi, je vois mon métier comme une recherche de connaissances et puis après, si on arrive à aller jusqu'à la solution, c'est génial. Ce qui est hyper important, en tout cas, c'est de partager nos recherches au plus grand nombre et peut-être c'est comme ça qu'on trouvera les meilleures solutions. Bastien, est-ce que ton travail t'a fait changer ta vision du monde ou de la nature? Je dirais que oui, c'est une très bonne question. Euh, Oui, forcément, ça m'a fait évoluer. Alors, je dirais pas que c'est du jour au lendemain. C'est vraiment un travail qui est finalement qui se construit petit à petit, qui est au quotidien et qui fait évoluer un petit peu
nos perceptions, mais mieux connaître certaines espèces. Par exemple, moi, les céphalopodes, je les connaissais très peu. Mieux les connaître aujourd'hui me donne vraiment envie finalement, de partager un petit peu mes connaissances, ce que j'ai pu apprendre avec le monde pour que tout le monde apprenne à les connaître et pour qu'on puisse les protéger, par exemple. Mais on pourrait parler d'un million d'espèces d'autres que les céphalopodes qui pourraient ça pourrait être aussi super intéressant. Donc oui, de par l'étude d'autres espèces, finalement, on change un peu notre perception et notre regard. Et puis du coup, donc, l'année prochaine, tu seras plus sur tout ce qui va être changement climatique et tout Oui, ça. Et en fait, généralement, donc c'est ce que tu disais dès l'introduction, mais on a tendance à placer l'humain au-dessus des animaux parce qu'il a la faculté de parler ou on a un langage qui est différent en fait. Donc toi, tu me disais tout à l'heure que tu avais pu analyser le comportement des poussins. Et en fait, si on pousse un petit peu et qu'on se rend compte que les animaux ont la faculté de ressentir aussi des émotions, peut-être qu'on changerait nos comportements, nos manières de consommer. tout à fait. Mais c'est là où c'est hyper intéressant et tout le challenge en fait d'étudier les autres espèces, c'est d'essayer de les faire parler. On n'a pas le même langage, on n'a pas le même moyen de communication et c'est ce qui est difficile. Et c'est pour ça qu'on fait des dispositifs, qu'on crée des dispositifs expérimentaux, qu'on met des animaux dans des situations un petit peu particulières pour essayer de les faire parler, pour essayer de répondre à nos questions. Quand on parle avec un autre humain, c'est simple, on échange. C'est possible. Avec les animaux, c'est pas possible. Donc il faut qu'on développe ce genre de stratagème. Et ça nous permet en effet de mettre en évidence qu'on trouve énormément de points communs entre nous et les autres espèces. Et c'est là où on voit finalement qu'on est tous liés, que toutes les espèces sont liées et que c'est hyper intéressant de le savoir. Et les poussins, ce sont des petites bêtes qui sont hyper intelligentes, qui sont hyper intéressantes. Et peut-être que oui, si on apprenait un peu à mieux les connaître, peut-être qu'on les consommerait un petit peu moins. On adapterait. Et voilà, c'est tout le challenge. C'est aussi finalement partir de la recherche fondamentale pour arriver à faire évoluer un peu les consciences. Et c'est ce qui est un peu même super intéressant, je trouve, avec ce métier. Et même en faisant du coup des recherches pour l'enregistrement de cet épisode, je suis tombée sur une étude qui avait été faite par l'université de Chicago sur les rats. Donc les rats, je sais plus, c'est 80 ou 90% de gènes en commun avec nous. Et en fait, je crois que chez vous les éthologues, l'empathie, c'est un débat qui reste. Est-ce que les animaux sont capables de faire preuve d'empathie ou non? Donc l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place d'eux. Et en fait, dans cette étude, il y avait deux rats. Donc un rat qui était en liberté et qui avait appris au préalable à ouvrir une cage, et un second rat qui lui était enfermé. Et très rapidement, le premier rat a été libéré son congénère. Donc du coup, on est parti du principe que les rats pouvaient faire preuve d'empathie et se mettre à la place d'eux. Il y a toujours des débats de toute manière Oui. scientifique, surtout quand on aborde des notions comme l'empathie, comme l'altruisme, comme la coopération, comme l'utilisation d'outils, comme la culture, comme les scripts sociaux. Voilà, c'est des notions qui sont très particulières. Très particulières parce que déjà, peut-être des fois, nous, on donne des définitions qui sont différentes en fonction des personnes avec qui on discute, en fonction des contextes. C'est vrai. Donc déjà, ça complexifie un petit peu les choses. Ce qui fait que ça amène à des débats scientifiques sur les dispositifs, sur la façon dont on teste les animaux. Donc oui, l'empathie, c'est un peu un hot topic dans l'éthologie et ça intéresse énormément de chercheurs. Et en plus, ça intéresse le public parce que ça nous touche directement. Et si on se dit que d'autres espèces sont capables aussi d'avoir ce niveau d'empathie que nous, on peut avoir, et en effet, peut-être ça nous remet un peu face à notre conscience, ça nous remet un peu face à ce qu'on peut leur faire subir dans certaines conditions. Donc ouais, c'est un exemple parfait et qui est hyper intéressant. On va voir ce que la recherche amène à ce niveau-là. Je crois que l'exemple parfait, c'est aussi la conscience. Et c'est en train de faire un peu un gros brouhaha aujourd'hui dans le monde de l'éthologie. Tout le monde est en train un peu d'en parler. Et est-ce que les animaux sont conscients? Est-ce qu'on a la même conscience que nous? C'est des questions qu'on essaie d'aborder. Donc il y a des recherches en cours Ouais. sur ces sujets-là. Ouais, de façon, on essaie de façon scientifique de déterminer finalement, est-ce que d'autres espèces l'ont aussi? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça fonctionne de la même façon ou pas? Et pour l'instant, est-ce que tu sais où est-ce que ça en est? Enfin, s'il y a un début de réponse à cette question. Alors, il y a un début de réponse, il y a énormément de choses qui sont Ok. écrites, il y a énormément de choses qui sont disponibles même aujourd'hui, avec de plus en plus de revues notamment qui publient des choses en accès ouvert que tout le monde peut lire. C'est pas forcément hyper simple, hyper accessible, mais en tout cas, c'est de plus en plus le cas. Et ouais, c'est en train d'émerger, on est en train de se rendre compte que oui, il y a sans doute quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose à creuser. Et c'est ça notre métier. Et alors justement, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à suivre une carrière dans la recherche scientifique ou dans l'éthologie? Alors,
faudrait que vraiment Que que je l'ai en j'ai face de personne en face moi de et moi. que je lui parle, mais je dirais il faut être passionné de façon générale. Voilà, si on est passionné par ce que l'on fait, en tout cas c'est ma vision des choses, ben, on finira par y aller. Après, il faut être conscient que c'est quelque chose qui est assez difficile à atteindre. Il y a quand même beaucoup de gens qui y sont intéressés. Forcément, il n'y a pas non plus 1 million de postes. Donc voilà, c'est un peu un parcours du combattant. Mais voilà, avec de l'espoir, avec de la chance, avec des rencontres, avec tous ces facteurs qui sont, on va dire, dans la bonne direction, on peut y arriver. Il ne faut pas lâcher, il faut y aller. Quand on préparait l'épisode, on discutait tous les deux et tu me disais, enfin, tu m'as beaucoup parlé des rencontres que tu avais pu faire et qui t'avaient Ouais. un peu guidé pendant tout le long de ton parcours. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué? Il y a 3 rencontres qui m'ont vraiment, marqué. La première, et il ne le sait pas, c'est, Ludovic Dickel, le directeur du laboratoire, qui m'a vraiment, fait découvrir l'éthologie sans le savoir et ça m'a, vraiment, j'avais les yeux, c'était des étoiles. Et après, je dirais peut-être la rencontre la plus importante qui est finalement la rencontre avec, le docteur, Christelle José Alves, qui est la chercheuse qui m'a permis, qui m'a donné tous les conseils, qui m'a suivi depuis le début et qui m'a donné vraiment une feuille de route pour que je puisse y arriver. Et c'est elle qui m'a, je dirais, donné ouais, tout ce qu'il fallait pour que je puisse réussir. Et j'ai essayé de suivre un maximum de ses conseils et je continue aussi de le faire aujourd'hui parce que maintenant j'ai réussi à retravailler avec elle. Et c'est quelque chose qui est fantastique. Et finalement, c'est les rencontres qui m'ont amené à ça. C'est elle qui m'a présenté. La deuxième personne qui est peut-être la plus importante, qui a été la plus importante dans mon parcours scientifique, c'est le professeur avec qui j'ai travaillé à l'université de Trento en Italie, le professeur Giorgio Vortigara, qui m'a énormément marqué de par son intelligence et de par ses idées toujours un petit peu farfelues, mais voilà, sa passion aussi pour la science et la façon dont il m'a toujours soutenu et aidé et poussé à continuer mes recherches et, malgré les difficultés. Donc voilà, c'est vraiment les rencontres et voilà, Christelle et Giorgio, c'est Mhm. vraiment les deux personnes qui m'ont guidé. Donc c'est vraiment les deux rencontres les plus importantes pour moi dans ma carrière scientifique. Ok. Et alors, selon toi, à quoi ressemblera l'éthologie dans 10 ou 20 ans? Question piège. Intelligence artificielle, robot. Mais c'est difficile à dire. C'est forcément, bah, le monde entier et la société est en train d'être, on va dire, bousculé par cette arrivée de l'intelligence artificielle. Et ça a été bousculé avant avec l'ère du digital, avec le numérique. Et bah, tout ça, ça vient aussi influencer notre métier d'éthologiste. Il ne faut pas oublier qu'on on a fait des naturalistes, des personnes qui étaient avec leurs jumelles, qui étaient avec leurs calepins et qui observaient les animaux dans leur jardin. Et puis après, on a mis des animaux dans des zoos, dans des laboratoires, on a commencé à les observer, on a été les observer dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, on les a aussi dans les laboratoires, on crée des dispositifs expérimentaux pour construire, pour répondre à des questions. Et puis bah, cette technologie-là, elle vient vraiment nous aider à observer et à quantifier nos comportements de façon plus précise. Donc je dirais que l'avenir, il est un petit peu là-dedans, c'est être toujours plus précis dans nos observations et à vraiment avoir des mesures qui sont quantitatives. Et ça, c'est tout l'intérêt. J'espère que c'est là où on va aller. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue les questions scientifiques. Il ne faut pas perdre de vue l'aspect global, le comportement dans sa globalité, le comportement aussi des animaux dans leur milieu naturel. Je dirais qu'il ne faut pas non plus trop s'en écarter. Euh, Question très difficile à répondre. Ouais. Il y a un bout de réponse. L'intelligence artificielle nous aide beaucoup, ça c'est évident, en éthologie, et va beaucoup nous aider. Après, à nous de l'utiliser à bon escient. Je te disais tout à l'heure que j'aimerais trop qu'on puisse échanger du coup avec les animaux que vous pouvez analyser. Mais en fait, enfin, on discutait et c'est déjà un peu le cas parce qu'on comprend un peu leur mécanisme de discussion, de Oui. dialogue. Moi, du coup, j'étudie la communication, le marketing et on avait étudié, donc tu m'as dit tout à l'heure, ça s'appelle la danse des abeilles. Mhm. Je me rappelais plus du nom, mais en fait, c'est voilà comment elles vont pouvoir communiquer entre elles pour leur dire où se trouve la fleur à aller polliniser, quoi. La danse des abeilles, c'est quelque chose, c'est un exemple qui est super intéressant parce que c'est quelque chose qui a été décrit par Karl von Frisch, qui est un peu considéré comme l'un des pères fondateurs de l'éthologie, qui a d'ailleurs gagné un prix Nobel en 1973. C'est un prix Nobel de médecine sur l'éthologie. C'est le premier prix Nobel en éthologie avec Konrad Lorenz et Tinbergen. Et il a décrit, en observant justement des abeilles qui revenaient après avoir été, on va dire, se nourrir et récupérer du pollen, il les a observées
venir et faire cette petite danse en forme de 8. Et cette danse, en fonction de la direction, de l'orientation par rapport au soleil, en fonction de la vibration de leur abdomen et aussi de leurs ailes, va permettre de venir indiquer et venir communiquer aux autres abeilles qui sont là pour justement aller chercher du pollen, où se trouve la source de pollen, la source de nourriture, et où il faut aller, dans quelle direction et à quelle distance. Et ça a été fait Mm. sans numérique, hein. Ça a été fait avec des calepins, avec des lunettes, des lunettes, peut-être une loupe sans doute, Ouais, sans un doute. crayon à papier, Mm. et voilà, et ils ont réussi à le faire, et c'est fantastique. Mm. Et aujourd'hui, on continue d'étudier la danse des abeilles. Moi, j'ai un peu travaillé là-dessus d'ailleurs en Italie, et on essaie d'utiliser des outils computationnels pour encore mieux définir ce qui avait été fait à l'époque. Donc on est toujours en train de construire Ok. sur des observations qui Mm. ont été faites au milieu du XXe siècle. C'est incroyable. Et du coup, Bastien, moi je t'interviewe dans le cadre d'une fête qui se déroule en Normandie du 4 au 14 octobre 2024 et dont tu es l'ambassadeur. Il s'agit de la fête de la science. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cet événement et ce qu'il représente pour toi? Alors, il est hyper important pour moi parce que, on va dire qu'à titre personnel, j'ai passé la plupart de mon temps dans un pays étranger, en Italie. J'ai fait ma recherche en Italie. Et là, c'est la première année où je suis de retour en France, où je peux finalement bah, parler de ma recherche dans ma langue maternelle, Mm. et où je peux venir vulgariser, où je peux venir parler de mes recherches avec avec le grand public dans ma langue maternelle. Donc c'est hyper important pour moi, et dès mon retour, finalement, j'arrive à le faire, et c'est fantastique. Et ce rôle d'ambassadeur, en plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, surtout dans la région qui m'a vu grandir. Mm. Avoir ce rôle-là, c'est hyper intéressant, et ça me permet voilà, de partager avec le public un peu ma passion pour l'éthologie, pour la recherche en général, et d'essayer de vraiment vulgariser toutes les recherches que nous on fait au sein du laboratoire Ethos et au sein de la station marine de Luc-sur-Mer. Et puis après, voilà, essayer de partager un maximum toutes les recherches et toute la science qui est faite sur le territoire normand. Voilà, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi l'objectif, enfin, ou les objectifs de cette fête? Les objectifs de cette fête, c'est clairement d'amener le public dans nos laboratoires et de leur montrer ce que l'on fait, et d'essayer de leur expliquer à quoi ça sert, de leur expliquer avec des mots très simples, et de les intéresser, et de leur montrer que ça sert à quelque chose, et qu'on fait des choses pour tout le monde, pour la planète, pour eux, pour la société, voilà. C'est un peu, je dirais, l'objectif. Puis vulgariser, quoi. Donc c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Ouais. Puis ça leur appartient. Ça appartient à la société, et toute la science qu'on fait, la connaissance, elle appartient à tout le monde. Et moi, c'est ce que j'essaie de partager avec ma maison d'édition, avec mes recherches. Elle appartient à tout le monde, et il faut qu'on la donne à tout le monde. Mm. C'est ça, tu vois, quand je préparais cet épisode, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai jamais entendu parler de ce métier, de ce domaine? C'est tellement intéressant, et je trouve même, du coup, connaître vos recherches, ça pourrait enfin, aider la société, en gros, à améliorer ses comportements. Je sais pas, on peut parler de surconsommation, de surpêche, enfin, voilà. C'est un sujet qui est en effet hyper fascinant, et ce serait bien qu'on y arrive à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est peut-être un petit peu frileux en tant que chercheur. On court après la connaissance, et puis peut-être après on se prononce pas trop. On apporte des connaissances, puis après on la laisse un petit peu là. Donc voilà, si on arrive un petit peu à mieux la divulguer, à mieux la partager, la vulgariser, et ben je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça que la fête de la science existe aussi, du coup, Tout pour à fait. vulgariser. C'est le bon moment. Mm. Et du coup, concrètement, c'est quoi ton rôle pendant la fête de la science et quelles animations ou conférences est-ce que tu vas animer? Alors, mon rôle, c'est déjà un peu de représenter la Normandie. Je suis normand, je suis né en Normandie, j'ai fait mon parcours universitaire en Normandie, après je suis revenu pour faire finalement de la recherche en Normandie. Et donc je suis là vraiment pour partager toute cette recherche qui est faite, et plus principalement la recherche qui est faite en lien avec les océans, donc au sein de la station marine de Luc, où je travaille, qui appartient à l'université de Caen, et au sein du laboratoire Ethos aussi, où je travaille, donc laboratoire d'éthologie animale et humaine. Et puis je suis là aussi pour donner des conférences, rencontrer le public, et parler de mes thématiques et puis de recherche, et parler aussi de comment on fait pour faire parler nos animaux. Mm. Et ça, c'est la conférence que je vais donner à pas mal d'endroits différents, donc notamment au lancement régional à Fécamp le 7, à Dives-sur-Mer, il me semble, le 10, à Caen, au Village des Sciences, le 11, devant des classes. Et puis, voilà, après, on vous ouvre les portes même de la station marine le 12 et le 13, le samedi 12 et dimanche 13 octobre. Et puis, on finira avec une dernière conférence à l'Atrium à Rouen le 14, pour parler, voilà, des recherches des céphalopodes et de comment on fait notre métier. Bastien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant la fin de cet épisode? Merci. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir posé toute cette question, et merci de cette discussion hyper intéressante.
Moi aussi, je te remercie sincèrement pour cet échange. Ça a été passionnant et même pour l'utilité du coup de ton travail. Alors, si vous habitez en Normandie ou si vous y êtes de passage du 4 au 14 octobre, n'hésitez pas à vous renseigner sur tous les événements qui auront lieu pendant la fête de la science. Je vous mets le petit lien du site dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est grâce à eux que je pourrai m'améliorer pour vous offrir toujours plus de contenu de qualité. Je vous dis à très vite, et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous.